en Iran dans les années 80. Il est actuellement à Paris. Ça s'est peut-être pas très bien terminé, les élections en Iran pour toi. Il nous présentera essentiellement le contexte et se présentera lui-même un peu plus généralement. Philippe Ragel, à ma gauche, est maître de conférence à Toulouse 2, dans le département cinéma. Et ensuite, Alex et Jean-Philippe sont co-programmateurs sur le cinéma iranien. Et Jean-Philippe est allé en Iran à 2 reprises. Ce sera donc un témoin vivant de ce qu'il a pu constater sur place. Voilà, si vous voulez, on va commencer dès maintenant. Vous vous présentez un petit peu plus en 2 parties. La première, Ahmad fera essentiellement un panorama de ce qui se passe en Iran en 2010 et peut-être un peu un retour historique. Quelles sont les évolutions de la société iranienne aujourd'hui? Je pense qu'on a tous besoin de se rafraîchir là-dessus. Et Philippe présentera plus particulièrement l'aspect cinéma contemporain, production iranienne. Tu peux pas combien de sensibilité entre les deux, on vous donnera tu aurais pu mettre en temps aussi si tu aurais les meilleurs résultats. Une première partie sur le contexte avec des questions, une seconde partie plus sur le cinéma avec des questions aussi, et toutes les questions que vous aurez posées. Voilà. Ahmad? Oui, mais c'est tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce festival qui me donnent l'occasion de vous parler et pour essayer de résumer en un quart d'heure une présentation des particularités de ce fait spectaculaire et exceptionnel qui est l'Iran depuis 3 décennies. Vous êtes d'accord avec moi que depuis 3 décennies, l'Iran a rarement manqué première page, l'affiche. Quand même, c'est bizarre. Pourquoi? C'est une société qui a réussi à réunir des aspects les plus extraordinaires et contradictoires et spectaculaires du monde moderne et archaïque à la fois. C'est un pays qui, apparemment, comprend le régime politique du Shah qui a été tombé par une révolution populaire, ou comprend le régime politique qui l'a remplacé. C'est un pays avec des systèmes de représentation politique d'un autre temps. Que ce soit le Shah, quelqu'un qui se considérait comme l'homme, qui n'avait même pas besoin d'écouter son peuple, il lui suffisait d'écouter les rois d'il y a 2500 ans. N'oubliez pas, un des gestes les plus spectaculaires qu'a fait le Shah, c'était à Persépolis, il a réuni tous les chefs d'État, et là, à la place de s'adresser à ces chefs d'État, il s'est mis devant le tombeau d'un roi mort il y a 2500 ans, et il a dit: Cyrus, dors tranquille, je suis là. Et qu'après ce monarque adulé, admiré comme moderne par une certaine partie de médias et de pouvoirs politiques en Occident, s'est effondré, son pouvoir s'est effondré à tel point qu'en pleurnichant, il a quitté son pays et il a cédé le pouvoir à un anti-Shah. Les Iraniens, ils considéraient que le ténèbre partait, la lumière rentrait, et cet anti-Shah, c'était un vieillard sorti d'un autre âge, sorti d'un autre monde, mais qui avait réussi quand même à devenir à un moment donné le moyen d'expression d'une société qui voulait changement. En regardant les documents de la fin du Shah, maintenant 30 ans après le pouvoir, si Khomeini est venu à Paris, c'est pas parce que le gouvernement français était très accueillant à l'égard de Khomeini. C'est pas parce que le Shah avait demandé de Saddam Hussein qui expulse Khomeini. Non. Le Shah, le jour où Khomeini est venu en France parce qu'il n'avait pas besoin de visa,
était aux anges et ses services d'analyse politique, en disant, tiens, un mollah qui va rester pendant quelques jours à Paris, plus aucun religieux en Iran ne le croira pas. Et Khomeini lui-même ne voulait pas venir rester à Paris. Parce qu'en disant, si je commence à avoir une réputation de mollah parisien, plus aucun fidèle ne me suivra. Mais les choses avaient changé. Même le fin fond de croyants iraniens, sortis récemment de campagne, préférait un mollah qui avait humecté l'air de Paris à un mollah qui avait passé son temps uniquement dans les ruelles de Rome ou de Nadia. Ça, c'est des changements fondamentaux et profonds des sociétés, que même leur représentation imaginaire de pouvoir change. Ça ne change pas que Khomeini s'est installé totalement dans le moule du Shah. Il est devenu le tout-puissant. De même manière. Mais la société a continué son cheminement. Et surtout, je veux attirer votre attention sur ça. On ne peut pas comprendre le cinéma iranien sans avoir quelques éléments des mutations de la société iranienne. La société iranienne, c'est à la fois une société ancienne, avec une mémoire collective exceptionnelle. Pour différentes raisons, c'est une société insulaire. Quand je dis insulaire, c'est-à-dire les Iraniens sont persanophones dans un monde aux alentours arabophones ou turcophones. Ils sont chiites, une religion particulière de l'islam, dans un monde tout autour qui est sunnite. Et il y a d'autres particularités d'exception de cette manière-là. C'est un pays qui vit essentiellement avec une mémoire collective vivante. C'est un pays où le monument littéraire le plus important, c'est un épopée qui est une transcription de la tradition orale. C'est un pays qui, encore aujourd'hui, célèbre le martyre d'il y a 13 siècles d'un saint, que les observateurs qui vont pendant les jours de célébration dans ce pays, ils posent de temps en temps cette question naïvement. Est-ce que les gens viennent d'avoir l'information qu'il y a 13 siècles, quelqu'un a été tué? C'est-à-dire la société vit une sorte de théâtre collectif. D'ailleurs, pour tous les observateurs occidentaux qui, au XIXe siècle, sont allés en Iran, ce théâtre collectif était quelque chose de fantastique, où la société, pendant quelques jours, joue comme une sorte de drame collectif, mais on joue comme une manière d'exorciser quelque chose de plus profond dans la société. Dans cette société, avec ces modes de présentation, il y a eu un hasard depuis un siècle. On a découvert un puits de pétrole. Et c'est devenu une société, en plus,